Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis comme chaque semaine avec Taha Mansour. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. On parle de quoi cette semaine, Taha? Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie très concrète pour de la négociation salariale. Globalement, très très simple. Si vous voulez aller à votre patron ou si vous avez un client avec qui vous voulez négocier, mais on va axer beaucoup plus sur votre patron, et vous voulez négocier un salaire, comment vous optimisez vos chances? On va s'appuyer sur plusieurs théories qu'on a déjà vues dans le podcast, dans différents épisodes, mais là, on va mettre en place une stratégie concrète. Et comme dirait Tom Cruise, show me the money pour ceux qui ont la ref. Alors, donc, négociation salariale. Je suis sûr que beaucoup de personnes ont déjà vécu ce truc. Ils arrivent dans une boîte, ils sont juniors, ils commencent à trouver leur marque, etc. Et puis d'un seul coup, au bout de 2 ans, ils se disent bah, quand même, ça fait 2 ans que je bosse là, et j'ai l'impression que d'autres personnes gagnent plus que moi. Alors que j'ai l'impression de m'investir en cœur et en âme, que je suis en train de passer tout mon temps à développer dans cette boîte, que j'ai loupé des week-ends pour faire ça, et pourtant, j'ai pas l'impression d'être reconnu à ma juste Hmm. valeur. Donc je me dis, hop là, je prends mon courage à deux mains, je vais voir mon patron, et oui, bonjour, en fait, j'aimerais potentiellement vous poser une question Moins de... plus, Moins plus, pour les exactement. personnes qui ont regardé notre épisode sur les postures de vie. Exactement, et l'assertivité. Et du coup, le patron qui fait non, pas maintenant, pas maintenant. Il faut ah bon, bah, d'accord. Et vous rentrez chez vous, à votre famille, vous dites oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant, mais c'est insupportable. Et votre famille vous dit mais pourquoi tu continues à travailler? Mais parce que voilà, un jour ils vont changer. Bref, ça crée de la frustration, ça ne bouge nulle part. Eh bien, aujourd'hui, on va voir enfin concrètement comment on met en place. La stratégie que vous allez voir aujourd'hui va se baser sur plein de différents épisodes qu'on a vus et d'autres éléments théoriques que je vais vous ajouter de manière supplémentaire, mais l'objectif, c'est de l'appliquer. Même si vous êtes très content avec votre salaire, je vous invite à écouter quand même ce podcast parce que les outils que vous allez voir vont vous permettre en fait en réalité de préparer n'importe quelle négociation monétaire. C'est-à-dire à n'importe quel moment où il y a une négociation autour de l'argent, où il y a une notion de d'achat ou de gain. Vous êtes en train de vendre quelque chose, vous êtes en train d'acheter quelque chose, vous êtes indépendant, vous voulez trouver vos tarifs, ou alors vous travaillez dans une entreprise et vous voulez faire une négociation salariale. Alors c'est parti. Première étape. La première étape et l'étape la plus importante dans la négociation, c'est la préparation. Il va falloir vous préparer de manière efficace. Et très souvent, on ne se prépare pas assez. Là déjà, on pourrait penser à l'idée du plan B dont on a déjà parlé, avoir un plan B solide. Effectivement. Le plan B va venir dans la préparation, mais ce n'est pas le premier, ce n'est pas le plus urgent. Donc on va y revenir là-dessus. Le premier, le plus important, c'est que le souci avec l'argent, c'est qu'elle n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que là, je gagne 3 000 et pas 3 200? Pourquoi pas 3 500? Pourquoi pas 4 000? Pourquoi pas 6 000? Pourquoi pas 7 000? Même si vous gagnez un salaire à 5 chiffres par mois, pourquoi pas plus? Pourquoi pas 15? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce qui se passe, c'est que ce soit l'argent ou le nombre d'abonnés d'ailleurs, le nombre de likes, etc., eh bien en fait, si on ne donne pas du sens au nombre, on tombe dans une déprime et dans une frustration constante qui est les chiffres. Puisque le cerveau a une faculté qui est, son objectif, c'est de terminer des tâches. Un des biais cognitifs que l'on verra dans des épisodes plus tard, c'est son objectif, c'est de terminer une tâche. Donc quand il voit qu'il a la capacité de gagner plus, pour lui, la tâche, c'est toujours d'obtenir plus. Quitte à, si vous vous rappelez sur la notion d'effort, rater sa capacité à atteindre quelque chose d'important. Et donc, si vous ne donnez pas du sens au nombre que vous cherchez, ou aux chiffres que vous demandez, à la somme que vous demandez par rapport à ce que vous vendez, ou au salaire que vous demandez, eh bien, vous allez tomber constamment dans une frustration. Je me rappelle, à un moment donné, ça m'était arrivé, il y avait un ami à moi qui se lançait, mais en vue, se lançait dans des spectacles. Il avait fait aussi la même école que moi. Et il voulait se lancer aussi dans des spectacles. Et aujourd'hui, il a lancé d'autres spectacles. Il est en train de travailler sur un nouveau projet. David Elka, s'il m'écoute d'ailleurs. Et je me rappelle au tout début, quand il avait lancé son tout premier spectacle, j'étais venu le voir au bout de quelques semaines, au bout de 2 mois où il jouait son spectacle. Il était hyper déprimé. Il me dit ouais, mais je comprends pas. En fait, ça remplit pas. Je tourne aux alentours de 30 personnes. Regarde-toi, tu remplis des salles beaucoup plus grandes. Tu fais des salles pleines. Et je lui fais alors, stop, on va remettre en contexte ce qui se passe. Toi, ça fait 2 mois que tu joues, et déjà en 2 mois, tu es en train de remplir des 30-40 personnes chaque soir, sachant que moi, en fait, ça m'a pris un an
avant d'arriver à ces Mmh. chiffres-là. Moi, je me suis lancé sur scène beaucoup plus longtemps que le moment où tu t'es lancé. Donc en fait, si tu continues constamment à te comparer à ce niveau-là, tu vas pas réussir à avancer. Pareil, si on se compare au succès des autres. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est constamment la comparaison aux autres. Si je reste dans une comparaison, si je me dis: «Oh là là, moi je voudrais gagner plus. Oh, pourquoi est-ce que telle personne-là dans la boîte gagne plus que moi?» Vous allez aller nulle part. Donc qu'est-ce que c'est cette préparation? C'est de vous dire: qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que votre salaire aujourd'hui ne suffit pas? Et pourquoi vous voulez monter à une telle valeur? Et quel est le sens derrière cette valeur? Alors sens, ça peut être plein de choses. Ça peut être, vous prenez par exemple le minimum dont vous dépensez dans votre loyer, par exemple, plus ce que vous dépensez en termes de nourriture, plus les dépenses sorties, etc. Après, ça peut être si vous êtes en train de travailler sur un projet supplémentaire et vous voulez mettre de l'argent de côté. Bien. Combien d'argent vous avez besoin de mettre de côté en moyenne par rapport à ce projet? Et ensuite, peut-être que vous voulez avoir une marge qui vous rassure, une marge large comme ça, les mois où vous dépassez un peu plus. Bref, vous pouvez prendre de la marge du mois d'après, etc., etc. Ça, ça va vous permettre de construire un chiffre, un nombre en tout cas, de votre salaire, peu importe ce que c'est, qui aura beaucoup plus de sens. Pourquoi le sens? Parce que cette fois-ci, il n'y aura plus de crainte. Quand je dis que je suis, supposons que je prends un salaire, je sors d'école d'ingénieur, en moyenne, les salaires moyens, c'est aux alentours de 3 300, 4 000 quand ça sort. On va prendre 3 300 qui est le salaire moyen, je crois, pour les écoles d'ingénieurs. 3 300 €. Bah, si je me dis: «Là, j'ai envie de monter à 3 600», mais en fait, je sais pas trop comment le Mmh. demander et j'aurais peur de le faire. Parce que pourquoi pas 3 500? Oui. S'il me dit: «OK, je t'accepte de t'augmenter 100 € par mois», est-ce que je serais content? Est-ce que je serais triste? Il m'a augmenté, mais en même temps, c'est pas assez. Enfin, on peut rapidement tomber dans ce truc-là de: «Je veux toujours plus». Parce que ça correspond à rien, en fait, finalement. Exactement, et je peux constamment en fait, je serais toujours déçu de ne pas avoir plus. Constamment, et donc l'idée, c'est de se dire, et c'est un vrai travail d'ego pour le coup, c'est de se dire: «Je mets l'ego de côté» et je me dis: «Concrètement, pourquoi est-ce que je cherche cette somme?» Quand je suis en train, par exemple, d'acheter quelque chose, beaucoup de gens ont peur de se faire arnaquer. Ça veut dire payer plus que ce que d'autres personnes auront payé pour cet objet. Si on rentre dans cette stratégie-là, dans ce cas-là, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont acheté quelque chose qui n'était pas en solde se sont fait arnaquer. Parce qu'ils ont un objet qu'ils ont acheté parfois 2 fois plus cher que d'autres personnes. C'est un fait. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas frustré par ça? Parce qu'on l'a acheté à un moment donné et parce que ça allait avec ce qu'on voulait Mmh. dépenser, et donc c'est ça qui est important. Vous donnez le sens. Si par exemple vous avez quelqu'un, vous vous dites: «En fait, moi, par rapport à cet objet-là, je voulais acheter un téléphone. Moi, ce téléphone-là, j'étais prêt à mettre 600 € là-dedans». Même si le gars, au début, voulait le vendre à 400, il avait une offre à 400 et vous l'achetez à 550, bah, en fait, vous serez heureux parce que vous aviez estimé combien vous voulez dépenser et vous l'avez eu. Après, peut-être oui, quelqu'un d'autre l'aurait eu moins, mais c'est pas grave. C'était pas votre objectif. Et c'est pour ça que je précise sur la notion du sens. Qu'est-ce que votre salaire veut dire? Pour les entrepreneurs et pour les indépendants, une des questions les plus fortes, c'est combien je facture? Comment je facture? Combien je facture? Constamment, j'ai des gens qui me demandent combien tu factures, comment tu calcules. En fait, la réponse est simple. C'est un, vous regardez le marché pour pas être aberrant en Bien dessous ou sûr. au-dessus, bien évidemment. Et ensuite, dans la zone, dans l'intervalle qui est cohérente du marché et de la chose que vous proposez, voyez quelle est la valeur ajoutée que vous donnez, voyez le temps de préparation qu'il vous faut, et surtout, voyez la somme avec laquelle vous êtes à l'aise. Et en fait, une fois que je cherche non pas la justice derrière la somme, parce que la somme, objectivement, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. En réalité, je peux mettre plus, moins, ça n'a pas de sens. Ça change par rapport au marché. 3 000 € ici par rapport à 3 000 € aux États-Unis, ça n'a pas la même valeur. Bref, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu qu'on peut rapidement tomber dans une comparaison. Donc, je me dis juste quel salaire je voudrais pour que je sois OK. Et donc, consciemment, je me construis une somme de tous les éléments qu'il me faut, avec les marges, etc., pour avoir du sens. Ce que ça va faire, c'est que ça va développer ma confiance. Quand je vais demander cette somme, un, je pourrais avoir beaucoup plus de confiance en moi quand je la demande, parce que je sais pourquoi je la demande, et deux, je pourrais la justifier. Et cette justification-là sera beaucoup plus forte que quelqu'un qui vient et qui dit: «Je veux 3 500», et le patron qui fait: «Bah, pourquoi pas 3 400?» Et bah, parce que je Mmh. voulais tester. Donc première étape, comprendre le sens. Deuxième étape, dans la préparation. Souvent,
les managers, et c'est quelque chose que beaucoup d'employés ne réalisent pas, sont confrontés à gérer beaucoup de merde. Et souvent, quand ils ont un employé qui vient dans leur bureau, c'est pour se plaindre ou c'est pour dire qu'il y a une merde. Rarement, sauf les entreprises justement qui arrivent à mettre en place une bonne culture d'entreprise, mais beaucoup d'entreprises que j'ai vues, en fait, le patron, quand il y a un de ses employés qui rentre dans la salle, C'est toujours pour un problème. c'est pour se plaindre. C'est il y a eu un souci avec la RH ou alors il y a eu un problème, etc. Je me rappelle, j'avais fait une formation pour un spectacle et un séminaire pour des RH d'une boîte. Et en fait, c'était ouf parce qu'en discutant avec eux, j'ai réalisé que leur job, littéralement, toutes les interactions qu'ils ont, c'est des gens qui viennent se plaindre. Parce que quand ça marche, on se dit ça marche. Quand ça ne marche pas, on vient se plaindre. Donc, le patron, il est déjà dans une émotion un peu négative à ce moment-là. Et surtout, son job aussi, au fond du fond, c'est d'optimiser l'argent. C'est pas de perdre de l'argent. S'il paye des salaires, si la boîte paye des salaires, c'est parce qu'en réalité, ils sont en train de générer beaucoup plus derrière. C'est un fait. Oui, capitalisme, c'est bien, c'est mal, c'est mieux le communisme, on s'en fout. C'est un fait dans lequel vous travaillez là aujourd'hui. Si vous êtes dans un autre système, tant mieux pour vous, tant pis pour vous, je ne sais pas. Je vous explique que c'est un fait. Oui, Ok. l'objectif de toute entreprise, c'est de générer des profits. Exact. Et pour générer plus de profits, ben, on peut notamment baisser les salaires. Mais après, en fonction de l'entreprise, effectivement, si les employés sont payés beaucoup trop mal, ben, ils vont être beaucoup moins efficaces, beaucoup moins Exactement. productifs. Donc, Donc c'est tout un équilibre. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous préparer? La vraie question, c'est vous pouvez dire comment je peux améliorer ma valeur ajoutée à l'entreprise. Ce qui est quelque chose que l'on fait rarement. Pensez-y. Toutes les personnes là qui nous écoutent, qui sont employées quelque part, combien de fois vous vous êtes vraiment posé la question de qu'est-ce que je peux faire plus pour la boîte? Peut-être une, deux fois, et si vous l'avez fait, c'est excellent comme réflexion. Mais en général, la majorité du temps, c'est rare. On se dit, on fait notre job et on est payé. Par contre, on peut demander une augmentation de salaire parce qu'on a le droit d'augmenter ça, mais on réfléchit pas, on met pas l'effort sur la valeur ajoutée. Ça, c'est une technique qui a été beaucoup développée par Dan Pink, auteur excellent. Je vous mettrai les liens aussi dans de tous ses livres, où en fait, globalement, il a réalisé que il y a une immense différence entre un employé qui vient et qui dit moi, j'ai une valeur ajoutée. J'ai réalisé, en fait, que en faisant telle et telle stratégie marketing que j'ai pris dans mon temps libre, on pouvait générer beaucoup plus de chiffres. Ou alors, en fait, je suis serveur et j'ai réalisé en faisant le tour un peu des autres restos dans le coin qu'ils avaient mis en place une stratégie sur la banderole que nous, on ne faisait pas. Et donc, je viens partager ça avec mon manager. Qu'est-ce que ça fait? ça fait de la réciprocité. Ça fait de la réciprocité. Et du coup, ça donne envie à l'autre de redonner en retour. Mais ça demande un vrai travail de préparation. C'est pour ça, deuxième étape de préparation, quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez augmenter? Oui, parce que là, on est d'accord que tu parles pas de juste donner des techniques psychologiques qui vont Non, faire en sorte que quelqu'un qui a tel salaire double son salaire à la non. fin du mois, juste parce qu'il sera allé voir son patron, il l'aura hypnotisé par exemple, ou quelque chose comme ça, tu vois. Là, tu parles d'une technique où il va y avoir une vraie préparation, une vraie observation de, bah tiens, qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise, qu'est-ce que j'apporte que les autres n'apportent pas, et qui devrait donc être rémunéré Plus de manière correctement. juste. Exactement. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce que tu racontes là, c'est exactement le travail du mentaliste. C'est-à-dire qu'il y a énormément de préparation, énormément d'anticipation de, quand je crée un numéro, de la perception de l'autre, de ma perception, de qu'est-ce que je vais dire, de comment ça va se passer, de comment ils vont réagir. Alors que la vision globale de l'hypnose, comme tu dis, et du mentalisme des gens, c'est je claque des doigts et j'ai un pouvoir magique. Mais ce n'est pas le cas. Si vous voulez faire ça, préparez-vous en amont sur une nouvelle valeur ajoutée. Troisième étape de préparation, c'est les potentiels blocages. Posez-vous la question de, globalement, qu'est-ce qui pourrait faire que votre patron dise non? Hmm. Et là, je sais que je l'entends, certains d'entre vous sont en train de se dire ah, parce que c'est un connard, parce qu'il comprend pas. Ok, on Il est enlève tout ça, vilain. il est vilain, on enlève tout ça. Il n'y a pas de vilain, il y a intérêt. Donc, quels sont les intérêts, quels sont les blocages qu'il pourrait avoir? Et là, ça dépend vraiment des cultures des boîtes. Je ne sais pas la situation dans laquelle l'entreprise est. Et du coup, pour exemple, ça peut être ben non, parce que là, on n'a pas le budget, parce que le marché, quelque chose Exactement. comme ça. Si vous vous souvenez, je vais rappeler cette anecdote. Dans l'épisode de négociation raisonnée, j'avais donné un exemple d'un manager que j'avais accompagné qui, lui, voulait demander une augmentation de salaire à son patron et à chaque fois, l'autre refusait.
Quand il est rentré dans un état d'esprit de négociation raisonné, il a demandé à son patron pourquoi. En fait, l'autre lui avait expliqué que la boîte était en limite de faillite et qu'ils étaient en train, en ce moment même, de réfléchir à qui ils allaient virer. Mmh. Donc, ça n'allait pas marcher. Mais par contre, après, il y avait eu même un échange où il n'y avait pas eu une compensation financière, mais il y avait eu une compensation autre. Exactement. Et c'est ça qu'on va voir dans la suite, c'est-à-dire comment est-ce que je peux quand même créer de la valeur, même s'il n'arrive pas à me payer. Mais du coup, ça demande que vous vous prépariez aux hypothèses. Plus vous êtes préparé aux hypothèses, plus vous serez rassuré quand le patron vous le demandera ou vous le dira quand vous lui poserez la question. Donc, troisième étape de la préparation, les potentiels blocages. Quatrième étape, tu l'as dit tout à l'heure, la BATNA, le Hmm. plan B. Très important, je le construis, comme ça je suis rassuré. C'est-à-dire, BATNA qui signifie donc pour les personnes qui n'ont Best pas. Alternative to Non-Agreement, c'est-à-dire votre plan B si la négociation ne se passe pas. Mais là, on peut se dire plan B par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au sens que vous êtes donné tout à l'heure. Supposons que, en ce moment, vous sentez que vous voulez une augmentation pour deux raisons. Et le sens, c'est un, en fait, vous avez investi dans une voiture et vous sentez que vous avez vraiment besoin d'une augmentation de salaire, sinon vous êtes ric-rac à la fin du mois pour payer la dette de cette voiture-là. Et deux, que en fait, ça fait suffisamment de temps que vous bossez dans l'entreprise et que vous voudriez être un peu plus valorisé. Oui, parce que vous avez de l'expérience, Par donc exemple, vous travaillez plus rapidement, vous connaissez bien les process. c'est ça. Et donc, vous voulez un peu plus de valorisation par rapport à cette expertise-là. Ça peut être de raisons, mais ça peut être plein d'autres. Eh bien, un plan B, ça serait, si je n'ai pas cette augmentation de salaire, comment je fais malgré tout pour atteindre cet objectif? Comment je fais malgré tout, ou quel est mon plan B qui sera moins bien, mais pour quand même réussir à payer la dette de ma voiture et réussir quand même à retrouver un peu plus de reconnaissance. Et ça, à vous de voir comment vous le faites. Ça pourrait être un défraiement kilométrique du déplacement pour économiser sur le carburant, des choses comme Par ça. exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi une restructuration de votre propre salaire. Ça peut être une négociation autre avec votre patron Mhm. sur des liens, peut-être une autre manière de valoriser, peut-être vous donner plus de temps libre plutôt que de vous augmenter votre salaire. J'en sais rien. Il y a plein de possibilités en fait. Et quand on est créatif, on peut en inventer. Et à quels endroits, parce que du coup, notre podcast donc s'appelle L'Art du mentaliste, à quel, donc toi, tu as parlé du lien entre préparation Ouais. et la préparation que fait un mentaliste avant un spectacle, par exemple, ou avant un numéro, avant un Mhm. tour, quelque chose comme ça. Quel lien tu fais dans la posture du mentaliste à quel moment un mentaliste doit utiliser ses compétences pour négocier? Alors là, du coup, on va arriver sur la partie de comment est-ce qu'un mentaliste ou un bon mentaliste, c'est-à-dire vous, non, une fois que vous avez terminé d'écouter cet épisode-là, pourrait faire et quelle est la posture à avoir pendant. Je note ça et gardez ça dans un coin de votre esprit. Une dernière chose à préparer avant d'arriver sur le contexte même, c'est la perception de votre demande. C'est-à-dire, quel est le contexte? Et là, c'est un travail d'empathie. Et c'est là où le mentalisme arrive. Vous allez vraiment essayer de deviner les pensées de votre patron. C'est-à-dire, prenez un temps de vous mettre dans la peau du patron. Si vous sentez que là, par exemple, c'est la rentrée septembre, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce qu'ils sont surchargés avec tous les éléments administratifs de la rentrée, les projets, etc. Machin. Pareil, si c'est 2 jours avant les vacances, n'essayez pas non plus. Parce que peut-être que c'est un moment où ils veulent libérer leur esprit. Si ils sont en plein travail avec plein de nouveaux clients et c'est surexcité partout, il y a plein de bonnes nouvelles, c'est pas le moment non plus. Donc, à vous de voir comment sera perçu votre rapport, comment sera perçue cette demande. Et essayez de vous caler dans un contexte qui va être le plus adapté. Et donc là, on arrive à la deuxième étape. Première étape, du coup, on a dit préparation avec tous les éléments. Si je récapitule, on trouve du sens au salaire qu'on demande. Quelle est la valeur ajoutée qu'on fait? D'ailleurs, comment est-ce qu'on demande, comment on peut ajouter une valeur supplémentaire et on s'adapte à notre patron grâce à Insights. Je vous invite à réécouter Mhm. l'épisode aussi. Comment on s'adapte à son profil? Est-ce qu'on discute avec lui? Est-ce qu'on est hyper direct? Est-ce qu'on le prend en off? Est-ce qu'on lui met des preuves? Est-ce qu'on lui met d'une manière hyper systémique Ou hyper ou humaine. hyper humaine? Qu'est-ce qui marche pour lui? Les potentiels blocages qui peuvent se passer. La perception, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour lui? Et la BATNA. Deuxième étape, choisir le contexte. Le contexte, selon beaucoup de négociateurs, en réalité joue beaucoup plus que la négociation elle-même. Parce que quelqu'un dans un mauvais contexte ne va pas vous écouter, ne sera pas dans le bon mood. Donc la question c'est de vous poser la question de à quel moment
je pourrais le mettre dans un contexte où il sera dans un bon mood et surtout, il sera dans une position de s'intéresser à moi et une position d'empathie. Donc on a déjà dit que en investissant et en disant voici la valeur ajoutée que je peux faire, lui en retour, par réciprocité, commencera à s'intéresser à moi. Mais on peut faire des meilleures choses. Selon une étude qui avait été faite sur des juges au début, on a réalisé que en fonction du moment dans la journée, eh ben, les personnes étaient plus ou moins clémentes. On a réalisé que les meilleurs moments dans la journée où les gens étaient le plus cléments et le plus de bonne humeur, c'est milieu de matinée, début d'après-midi. Pourquoi? Parce que tout début, au tout début de la journée, les gens sont en train de se préparer. Ils sont en train d'organiser leur état d'esprit, le petit café, bref, je me réveille, etc., etc. Puis on rentre dans un truc d'adrénaline. On rentre dans le cerveau qui se dit allez, je vais bosser, je vais commencer à faire des trucs. Et en fait, il est frais. Le cerveau est frais toujours pendant cette période-là. Et après, à la fin de la matinée, on commence à avoir la faim qui se met en place. Oui, c'est là qu'on du coup, on imagine que c'est le mauvais moment. La Exact. personne a la faim, elle est peut-être un peu pressée d'aller C'est avoir son ça. déj. Et même si c'est 11 heures, vous savez pas si la personne, en réalité, à la fin dès maintenant ou plus tard, mais dans tous les cas, évitez parce que du coup, la personne commence à avoir faim. Et qui dit faim dit plus d'agressivité, en général. Donc on table sur un 10h, 10h30, un truc comme ça? Par exemple, 9 heures, ça peut être pas mal en fonction des horaires de votre boîte Mhm. aussi. Ça peut varier. Mais globalement, si allez, vous avez des horaires qui commencent à 8 heures et vous allez manger à midi, bah, entre 9 heures et 11 heures, c'est pas mal. Surtout qu'on imagine très bien quand même que si on vient à 8h10, ça va sacrément C'est pas exact. être le bon contexte. C'est pas le bon moment, exactement. Juste après, en début d'après-midi, les gens sont contents parce qu'ils viennent de manger. Et donc, du coup, il y a un petit moment de on est en train de digérer, on est dans un bon mood, on revient dans cet état d'esprit-là, et donc c'est cool. Et il y a une courbe qui commence à descendre petit à petit vers la fin de la journée, où là, on commence à fatiguer, on commence à envie de rentrer chez soi, on commence à penser à autre chose. Et est-ce que plus on se rapproche de la fin, pire c'est ou pas? Ouais, Ouais. exactement. D'accord. Une étude qui a été faite, c'était sur des juges, où ils se sont dit, est-ce qu'en réalité des juges dans une cour étaient toujours aussi cléments? Et en fait, ils ont pris Ah oui, donc c'est pas des jurys, c'est vraiment des juges des pour juges des juges affaires judiciaires. pour des affaires judiciaires qui décident du coup de la culpabilité de certaines personnes. Mhm. Et ce qu'ils ont réalisé, On a intérêt à être chanceux hein, quand on se fait juger. exactement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris plein de cas sur une certaine période donnée. Et ils ont vu, en fonction de l'horaire de la journée, sur beaucoup de différents juges aussi, pour pas être biaisés par juste le fonctionnement d'un seul, où est-ce qu'ils étaient les plus cléments. Les endroits où il y avait le plus de laissés-passer aux suspects, donc de non coupables, de déclaration non coupable, ou de laissés-passer, ou de en suspens, ou en manque de suffisamment de preuves, etc. C'était justement ces périodes-là, en milieu de matinée et en début d'après-midi. Comme quoi la justice est aveugle et impartiale seulement quand elle a bien mangé. Seulement quand elle a bien mangé, exactement. Et ce qui est assez incroyable, c'est que juste avant le déj et à la fin de la journée, les taux de non-culpabilité qui étaient annoncés par les juges étaient proches de 0. Ah oui, d'accord. Donc, C'est chaud. c'est très chaud. C'est pour ça d'ailleurs, il y avait eu une réflexion de plus en plus aujourd'hui d'assister les juges par de l'IA. Non pas pour que l'IA fasse les choix, mais pour qu'elle mâche un peu le travail avant, pour enlever toutes ces partialités qui sont Mhm. dues à notre métabolisme. Voilà. Donc, utilisez ça à votre avantage. Vous pouvez dire c'est juste, c'est injuste, c'est un fait. Utilisez cette information-là à votre avantage. Allez voir votre boss à un moment donné où il n'a pas faim. Et si Ok. vous êtes patron, utilisez ça aussi à votre avantage. Si une personne vient vous voir en dehors de ses horaires, sachez que peut-être que vous allez être un petit peu moins avec cette personne, un peu moins en empathie parce que peut-être que vous avez faim ou peut-être que la fin de la journée se rapproche et que vous commencez à être fatigué. Mais si vous l'avez en tête, vous pouvez agir dessus. Complètement, c'est hyper important de prendre du recul sur ça, aussi pour voir quels sont les moments où nous sommes biaisés à cause de ces différentes situations. Et deuxième élément que je peux préparer sur le contexte, c'est une question qui est hyper forte. Et là, on arrive du coup sur le pendant. Tu m'avais demandé qu'est-ce qu'un mentaliste fait. Eh bien, la première chose qu'un mentaliste fait, c'est qu'il s'intéresse aux pensées de l'autre.
Ah, moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus fourbe. C'est des ancrages visuels, des techniques de contact. Oui, je sais. On pourrait rentrer là-dedans. En fait, on pourrait. Je pourrais vous dire d'amener un t-shirt avec un nombre qui est à peu près proche du salaire que vous voulez. Effectivement, ça marcherait. Il y a eu plusieurs études, notamment avec Daniel Kahneman, où on a réalisé que si vous voyez un nombre, même s'il n'a rien à voir avec la discussion que vous avez, votre cerveau sera ancré, c'est-à-dire qu'il restera dans une zone aux alentours du chiffre que vous Mhm. avez vu. Par exemple, l'expérience qui a été faite, c'était, on a demandé à un groupe de gens deux questions. Première question, est-ce que vous pensez que Gandhi est mort avant 30 ans? Donc la réponse était non, bien évidemment. Deuxième question, demandez à ces gens-là à quel âge vous pensez que Gandhi est mort. Et puis deuxième groupe, on leur a dit, est-ce que vous pensez que Gandhi est mort après 100 ans? Donc, c'est pareil, les gens disaient non. Et après, deuxième question, on leur disait, Ah oui. à quel âge vous pensez qu'il est mort? Et là, ils donnent un âge plus avancé Exactement. si Le on leur a premier d'abord groupe, primé le 100 ans ou si on leur a d'abord primé le 30 ans, ils vont dire un âge plus jeune. c'est ça. C'est le biais d'ancrage, c'est-à-dire qu'en fait, on a réalisé que le cerveau, quand on lui donne un chiffre, il est coincé dans une espèce Mhm. d'intervalle autour de ce chiffre-là. Effectivement, les gens pour qui on avait donné le 30 ans, au tout début, répondaient en moyenne 55-60 ans, l'âge de mort de Gandhi, alors que ceux pour qui on a ancré ou primé à 100 ans, ils répondaient aux alentours de 70-80. Ah oui, ça fait une belle différence. Ça fait une grosse différence. Donc oui, vous pourrez Mhm. faire ça. Honnêtement, ça marchera. Mais J'ai c'est déjà vu des vendeurs qui font ça en annonçant leur prix en disant habituellement mon tarif est, et là ils disent un tarif ultra élevé, ouais, et ensuite ils disent mais vous avez des besoins vraiment très spécifiques et on tient à s'adapter aussi à votre budget, combien vous êtes prêt à mettre dans le projet que vous avez. Et donc du coup ils vont donner des budgets qui sont des, plus élevés des grâce à l'ancrage au départ. Absolument, c'est quelque chose qui est hyper utile et donc n'hésitez pas à l'utiliser dans votre discussion. Mais ce n'est pas la chose avec laquelle je commencerai. La première chose, Parce que ça c'est le mentalisme noir. mentaliste noir. Mais en fait, les deux sont du mentalisme, mais je dirais il y en a un qui est encore plus subtil parce qu'il est beaucoup plus efficace. Mm. Un truc beaucoup plus efficace que l'ancrage, c'est ce que Robert Cialdini appelle la persuasion. La persuasion, c'est comment est-ce que, avant que tu aies l'impression en face de moi qu'il s'est passé quoi que ce soit, en réalité, j'ai déjà mis toutes mes chances de mon côté. Et comment je fais ça? Eh bien, si je veux que mon patron me fasse une augmentation de salaire, qu'est-ce que je veux qu'il réalise? Je veux qu'il me donne quelque chose en compensation du travail que je fais. Donc, je veux qu'il réalise le travail que je fais. Et en même temps, moi, j'ai besoin peut-être de savoir si le travail que je fais est bon ou pas. Donc, une question qui tue au début d'une négociation salariale, c'est bonjour, j'espère que vous allez bien, est-ce que vous avez un temps, etc. Vous avez quel est votre rendez-vous? Et Ah, ensuite, est-ce que vous êtes satisfait de mon travail? ou au lieu de faire est-ce que qui a une réponse en oui, non et qui ferme, c'est comment vous considérez mon travail et notre collaboration pour l'instant. C'est vrai que si le patron répond des éloges, après ça va être compliqué de dire non à... Exactement. Et en fait, ça permet deux choses. La première, c'est de la vraie curiosité. C'est-à-dire, peut-être qu'en fait, vous faisiez un mauvais boulot. Et si le patron vous dit, bah écoute, c'est pas ouf, ben génial, mettez la négociation salariale de côté pour l'instant. Mais en fait, c'est même génial parce qu'on va lui dire, et une fois, donc là, je suis payé ceci pour ce travail-là, à combien vous évalueriez le fait que j'atteigne les objectifs que du coup vous venez de donner de manière indirecte? Tu vois, si... Par exemple, je mettrai cette discussion-là après le fait de Mm. les atteindre, plutôt qu'il ait l'impression que Non, mais avec d'abord la vraie curiosité, bien sûr. c'est ça. Mais le plus important, c'est que si vous sentez qu'il n'est pas content, vous laissez de côté votre négociation salariale. Et en fait, vous voyez, parce que s'il n'est pas content, peut-être qu'il va vous dire, en fait, j'ai envie de vous baisser votre salaire. Donc, c'est pas dans l'endroit dans lequel vous voulez aller. Et ben, la seule chose que vous pouvez faire, c'est, ah, super intéressant. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour aller dans cette direction? S'il vous répond, vous dites, bah, merci beaucoup, et vous partez. Vous laissez la négociation salariale de côté. Vous mettez en place ce changement-là. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas le bon contexte. Là, vous avez eu cet échange-là. Et même si en réalité, il y avait eu l'ancrage du nombre, si lui n'est pas satisfait de ce que vous faites, ça n'aurait pas marché. Je donne un exemple. Si, par exemple, tu viens, tu es un vendeur de montres, et tu viens me vendre une montre, et que tu me fais un ancrage hyper cher en me disant, écoute, normalement, cette montre-là, je la vends à 10 000, mais pour toi, je la fais à 1 500, qui est une baisse hyper, hyper forte, et du coup, c'est très valorisant. Ouais, ça donne un peu l'impression de l'arnaque aussi. Alors, ça donne une impression d'arnaque, mais au-delà de ça, si je n'ai pas besoin de montre, je ne vais pas l'acheter. Oui. D'ailleurs, Jordan Belfort, le vrai loup de Wall Street, dit
Il y a une personne à un moment sur TikTok qui avait lancé un truc qui était je vais vendre un stylo à Jordan Belfort, parce que pour les personnes qui ont vu le film Le Loup de Wall Exact. Street, il y a cette fameuse scène vendez-moi ce stylo. Et il disait je vais continuer de faire des vidéos tous les jours jusqu'à ce que Jordan Belfort m'achète mon stylo, et donc qu'il ait vu une de mes vidéos et qu'il décide de me contacter pour dire qu'il achète mon stylo. Et à un moment, Jordan Belfort, qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche, a fait une vidéo où il a dit en continuant de faire ses vidéos, c'est qu'il avait absolument rien compris à la vente, qu'il en avait absolument rien à foutre de son stylo, et que en fait, la règle numéro 1, c'est de s'intéresser à son prospect, et on va pas lui vendre quelque chose dont il n'a pas besoin, sinon on est un arnaqueur. Exactement. Et au-delà de l'arnaque, c'est que c'est du temps perdu. Mm. Je pourrais, oui, peut-être faire une mise en place et un effort, une stratégie de manipulation, etc. pour faire ça. Mais en fait, je vais perdre énormément de temps. Et il y avait un intervieweur, justement, qui avait interviewé Jordan Belfort, qui lui avait donné un crayon et qui lui avait dit « Vendez-moi ce stylo ». Et donc, Jordan Belfort lui a pris le stylo et lui a fait « Tu as besoin d'un stylo ?» Et l'autre lui a fait « Non !» En se mettant dans une posture défensive, il lui a dit « Super, je vais aller chercher quelqu'un qui en veut. » Bah oui. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, si j'essaye de forcer quelque chose avec un ancrage, etc., bah, ça ne va pas marcher. Mais surtout que là, on parle même pas d'éthique, mais en fait, on est un voleur si on vend des choses Complètement, aux gens aussi. dont ils n'ont pas besoin avec des techniques de manipulation. Bon, bah voilà. C'est complètement pas éthique. On est entièrement d'accord là-dessus. Et donc, pour revenir sur le salaire, la particularité de cet état d'esprit-là, c'est de se dire que, en gros, si la personne n'est pas contente pour l'instant de ça, ça sert à rien de discuter du salaire. Parce que ça veut dire que je ne suis pas en train de lui donner les choses qui s'attendaient de moi pour le salaire déjà établi. Donc, je fais le travail. Alors, s'il me demande des choses qui sont pas possibles, je ne les fais pas. Mais au moins, cette question. Et en fait, la réalité, la majorité du temps, si vous sentez que vous pouvez demander une augmentation de salaire, Oui, a priori, votre patron va pas vous dire bah franchement, en fait, c'est nul. voilà, c'est ça. En général, c'est que vous avez une chouette collaboration. Et du coup, quand c'est une chouette collaboration, cette question-là pousse votre patron à dire des éloges et des choses positives sur vous. Comme il dit des choses positives sur vous, ça le met en lui-même en posture d'empathie. En forçant cette question, vous forcez l'empathie chez votre interlocuteur. Et du coup, selon les travaux de Robert Cialdini, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Le plus important quand je suis en train de discuter avec quelqu'un, c'est la posture dans laquelle je le mets. Si j'arrive à le mettre dans une posture où il va me faire confiance, il est en empathie, il est généreux, etc., il se sent intelligent, et ben il va se comporter de la même manière dans cette interview-là. Un des exemples qu'il donne notamment Robert Cialdini, c'est un real estate agent, un agent d'immobilier qui s'occupe ou va s'occuper des maisons de particuliers. Donc, c'est-à-dire non pas qu'il va vendre ces maisons-là, mais le moment où il va récolter les, Les loyers. non pas les loyers, le patrimoine immobilier de D'accord. certains individus qui veulent vendre leur maison, par exemple. Une des choses qu'il fait, c'est quand il va au premier rendez-vous avec... Tu veux dire les ramener dans l'agence pour Oui. que ce soit eux pour Qui que s'occupent les d'eux. propriétaires délèguent. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire comment ramener de nouveaux personnes qui ont un patrimoine dans l'agence pour que lui s'occupe d'eux. Et dans son agence à lui, c'était le numéro 1. C'était celui qui faisait le plus de chiffre d'affaires, celui qui a ramené le plus de clients et celui qui faisait le plus grand pourcentage de toute sa boîte. Robert Cialdini l'a suivi. Et il a réalisé qu'il faisait quelque chose à chaque nouveau client qui voulait mettre son patrimoine avec l'agence. Ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait dans leur appartement, maison, etc. Et au moment où ils arrivent, ils rentrent dans l'appartement, il leur fait « Ah, mince, en fait, j'ai oublié un dossier dans ma voiture. Vous pouvez me passer les clés de la maison pour que je puisse juste sortir, les récupérer et revenir ?» Et donc, la personne qui a le patrimoine, le potentiel client, lui passait les clés, le vendeur sortait, récupérait le dossier, revenait et lui rendait les clés. Et Robert Cialdini lui a demandé « Pourquoi tu fais ça ?» Et en fait, à qui on donne nos clés de maison? Famille, amis, gens proches, en qui on a confiance. À partir du moment où la personne, elle, donne ses clés, elle est en train d'être dans un contexte et elle est en train de faire une action qui la reflète à de la confiance. Donc, Très automatiquement, malin. inconsciemment, absolument, inconsciemment, elle se dit cette personne-là a de confiance. Sinon, je ne lui aurais pas donné les clés. Et c'est ça qui était la seule différence de comportement entre lui et tous les autres agents. Donc ici, votre job, vous voulez mettre votre patron en mode empathie,
mettez-le dans un contexte où il agit pour vous d'une manière empathique. Avec cette question, en vraie curiosité de votre part, quand il va parler et il va réfléchir à ce que vous avez fait, vous êtes en train de créer de la disponibilité dans sa tête de regarde ce que j'ai fait, etc., etc., etc. Mhm. Donc, première chose. Deuxième étape, bien évidemment, vous faites la demande directe d'une manière assertive. Souvent, on a envie de se justifier, etc., et de contourner les choses. C'est très insupportable, et surtout, c'est de la manipulation, et ça se sent. Si je viens te voir, Alexis, et je te dis écoute, Alexis, ça va, tu vas bien? Alors déjà, T'es bien installé? T'as envie de me dire bon, vas-y, balance, qu'est-ce que t'as envie de me raconter là? Donc, on part déjà sur un truc de il cache quelque chose. Mhm. Alors que si je viens, je lui pose sincèrement la question de comment vous considérez mon travail dans le contexte établi. Il discute, on discute ensemble, et je dis ok, super. Moi, ces derniers temps, je mets juste un contexte de pourquoi. J'explique mon sens très rapidement. Et je dis, ça fait 2 ans voilà, que je travaille avec l'entreprise, je suis super ravi de ce que vous dites. Et en fait, j'aimerais bien discuter avec vous pour augmenter mon salaire. Assertif, d'une manière hyper forte. Déjà, avec tout ça, vous avez drastiquement augmenté vos chances. Et maintenant, si jamais vous sentez qu'il y a un doute ou un blocage, vous expliquez le sens que vous avez préparé tout à l'heure. Parce qu'en fait, là, j'ai acheté une voiture, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait quand même suffisamment de temps que je bosse dans cette entreprise, que je considère que cette augmentation-là de 30% pourrait m'aider. Et si vous sentez qu'il y a un blocage, vous posez la question, qu'est-ce qui vous empêcherait de m'augmenter? En vraie curiosité. Deuxième étape, vous écoutez sa réponse, vous écoutez sa manière de dire, peut-être qu'il a des problèmes, peut-être qu'il y a des blocages, etc. Et c'est là où vous amenez la valeur ajoutée. La valeur ajoutée qui va faire, en fait, je suis pas en train de te dire de m'augmenter mon salaire pour rien. En fait, j'ai réfléchi. Mhm. Et j'ai réalisé ça et ça et ça et ça. Dans mon temps libre, j'ai fait ça et ça et ça et ça. Est-ce que ça pourrait compenser le manque ou l'ajout de salaire que vous allez me donner? Et en fait, là, vous êtes en train de lui mâcher le travail. Je récapitule, hein, mettez-vous à la place du patron. Là, vous avez quelqu'un qui travaille pour vous. Vous êtes occupé à gérer des trucs. Vous dites, oh là là, c'est que des gens qui viennent se plaindre. Vous voyez un de vos employés rentrer dans votre bureau. Donc vous vous dites, encore quelqu'un qui va se plaindre. Mais déjà, c'est au bon moment parce que vous venez de finir de manger. Exactement. Vous êtes bien. Vous êtes bien, tranquille. Mais il vient et vous dites, bon, bah, ok, je suis bien, mais je vais quand même l'écouter. Et là, la personne vient et vous dit, comment vous valorisez mon travail? Vous dites, oh, c'est intéressant, C'est une question qu'on me pose pas souvent, tiens. qu'on ne pose pas souvent. Exactement. Et donc, vous lui Eh répondez. bien, écoutez, je suis très content de vous, hein. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise maintenant. Vous connaissez les process. Vous travaillez de manière efficace et puis surtout, vous arrivez toujours à l'heure. Vous avez un travail plutôt irréprochable, hein, je dois dire. Super. Et là, du coup, la personne vous dit, excellent jeu d'acteur d'ailleurs. La personne maintenant, votre employé vous dit, ah bah très chouette. En fait, la raison aussi pour laquelle je voulais vous voir, c'est que voilà, j'adore bosser avec votre entreprise et je suis ravi que vous appréciez mon travail et mon expertise. Je sens qu'il y a une vraie amélioration. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille dans cette entreprise et je sens que j'aimerais bien demander une augmentation de mon salaire pour être plus à l'aise avec ce qui se fait aujourd'hui dans le marché. Est-ce que ça serait OK avec vous de monter jusqu'à 3500? Là, peut-être qu'il y a une hésitation. Et là, vous ajoutez le... Parce que vous, en tant que boss, vous dites « Ah, je sais pas, il faut que je fasse le calcul. » Et la personne en face vous explique. Parce qu'en fait, je me suis permis, j'ai une famille, ça commence à augmenter. Et là, mon tu fils réduis a grandi. l'effort en faisant ça. On est en train de réduire l'effort. On est en train d'enlever tous les efforts de questionnement. Je suis en train de lui expliquer pourquoi je lui demande. C'est pas un truc au hasard de bah voilà, en fait, mon fils maintenant il a 3 ans, j'ai envie de lui prendre une voiture plus grande, comme ça on sera plus à l'aise, surtout que ma femme elle se déplace beaucoup aussi, comme ça elle peut le prendre. Et donc en fait, j'ai investi dans une voiture. Bon, j'arrive à la payer, mais avoir ces 300 € supplémentaires par mois, Oui, puis il faut donner aussi des arguments quand même en rapport avec nos propres compétences. Pas seulement des complètement. choses. Parce que sinon, on va dire, bah, parce que vous savez, voilà, je vais beaucoup au casino en fait. Non, oui. Et je dilapide mon salaire, donc. Non, c'est pour ça aussi que la question de valeur est Mm. importante. Euh, Mais par contre, là, l'idée, c'est vous expliquer ça. Et là, vous pouvez lui dire, est-ce que ça serait possible? Si là, vous, du coup, en tant que patron, on vous met toujours dans la place du patron, vous réfléchissez, vous dites, ok, donc c'est pas mal ce qu'il dit. Ah, mais il faudrait voir si la boîte pourrait se permettre de payer ça. Ce qui va être le deuxième questionnement que vous allez avoir dans votre esprit si vous êtes patron. Et donc souvent, vous aurez envie de dire, bah écoute, en fait, c'est pas contre ton salaire, mais j'aimerais bien vérifier avec le service Compta. financier, compta, pour voir si c'est possible et ce qu'on peut faire. Et là, vous mettez la valeur ajoutée de, en parlant de ça,
Ces derniers temps, je me suis permis de faire une calcul, etc. Machin. Et en fait, j'ai réalisé en faisant ça dans mon temps libre que en changeant cette stratégie-là, en réalité, on réduisait nos coûts de 0,5%, ce qui faisait que sur Ah un an, oui. on augmentait ça. Si je commence à la mettre en place d'une manière active et que je prends un peu de temps de mon temps de travail dans la journée pour travailler sur ça, est-ce que ça pourrait compenser le salaire que vous pouvez m'ajouter? Et là, en tant que patron, vous n'avez plus aucune question, en fait. On vous a enlevé l'effort, vous avez été dans une position agréable, vous avez dit pourquoi la personne était cool pour vous, vous avez mis en place, vous avez compris pourquoi elle vous demande, et en même temps, elle vous dit, vous n'allez pas perdre d'argent. Tu vois, en t'écoutant, je repense à un moment, quand j'étais étudiant, je travaillais dans un cinéma. Ok. Et en fait, je sais pas comment ça se fait, mais j'étais super bon pour trouver des glitches et des bugs dans le logiciel qu'utilisait le cinéma qui servait à vendre les places ou à vendre de la confiserie. Ok. Et donc, je connaissais différentes techniques qui pouvaient permettre aux clients et aux clientes de payer moins cher leur confiserie ou de payer moins cher leur place. Tu sais, il y a toujours les salles premium Oui. et les salles classiques. Et en fait, il existait des glitches qui faisaient que si le client ou la cliente faisait les demandes dans le bon ordre, elle pouvait payer sa séance premium au tarif classique. Incroyable. Et je l'avais fait remonter juste parce que voilà, j'aime bien repérer ce genre de choses et donc je l'avais fait remonter comme ça. Si j'avais su, tu vois, Tu j'aurais aurais pu engagé une demander une négociation. augmentation. Absolument. Donc, si on récapitule les 3 grosses étapes. Première étape, préparation. Préparez votre sens, la valeur ajoutée, les potentiels blocages de la personne en face, la BATNA et la perception qu'ils vont avoir du moment. Deuxième étape, choisissez votre contexte. Quel contexte, quel moment, quelle période de l'année, qu'est-ce qui Moment vient de se passer? empathie. Exactement. Si par exemple, la boîte vient tout juste de décrocher un nouveau contrat et qu'ils ont augmenté, peut-être que c'est un bon moment de demander à ce moment-là. Hmm. Par exemple, parce Mhm. qu'ils sont dans la joie et dans la bonne humeur et en mode: «OK, vas-y, je redonne parce que». Donc peut-être que c'est un bon moment aussi. Troisième étape, le pendant. Je commence avec une curiosité, cette question qui tue, qui permet du coup au patron de se mettre en position d'empathie et vous vraiment d'apprendre votre valeur ajoutée à la boîte. Souvent, c'est assez intéressant ce qu'on apprend d'ailleurs. Vous la demandez d'une manière assertive et à la fin, si jamais, après tout ça, il n'y a pas de salaire, il refuse, c'est qu'il y a un vrai blocage. Par contre, vous avez mis suffisamment votre patron en confiance normalement pour qu'il vous explique pourquoi. Et là, vous basculez dans de la négociation raisonnée. C'est-à-dire, vous réutilisez, vous réfléchissez aux autres potentialités qui pourraient vous servir. Et donc, par exemple, comme l'exemple, ça pourrait être, vous avez envie de bosser sur un projet et peut-être que la boîte ne peut physiquement pas aujourd'hui vous payer plus. Par contre, comme vous êtes devenu de plus en plus efficace, vous pouvez vous autoriser à prendre 3 jours de week-end par exemple. Et en fait, pour vous, peut-être que ça compense. Hmm. Parce que peut-être que pendant ce jour supplémentaire, vous lancez une micro-entreprise et vous faites autre chose en parallèle. Vous voyez? Donc, en fait, c'est quand même de l'argent que vous générez, entre guillemets, en créant des options communes. Et ça, c'est l'idée de toujours ramener de la négociation raisonnée à la fin, dans l'état d'esprit de bah, s'il ne peut pas objectivement, c'est pas grave. On essaie de voir comment moi je peux en retirer au maximum ces avantages-là. Mais en réalité, vous mettez ça en place, ça sera très, très rare les moments où vous n'allez pas avoir votre Hmm. négociation salariale. Et maintenant, on a notre tips de la semaine. Absolument. Tout ce qu'on vient de voir là, en réalité, il y a un élément commun, un point central de tout ça, qui est la recherche de sens. À chaque fois que je vous invite sérieusement à le faire, que ce soit vous êtes indépendant et vous cherchez à fixer vos valeurs, vous voulez acheter quelque chose, vous voulez partir en voyage, vous voulez vendre votre maison, la première chose, n'essayez pas de vous dire je veux avoir la meilleure offre ou je veux faire en sorte que l'autre paye le plus d'argent ou que moi je paye le moins possible. Parce que si vous rentrez dans ça, le risque c'est que vous rentrez dans un cycle de frustration. Et vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez de toute façon parce que on peut toujours faire mieux, entre guillemets. Essayez de mettre du sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette somme-là? Une fois que vous avez fait ça, votre seul objectif, c'est d'atteindre cette somme. Et c'est tout. Si c'est au-dessus de la somme que vous vous êtes dit, par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, et ben là, dans ce cas-là, vous pourrez dire à la personne en face. Exemple, supposons que je rentre dans un magasin et je me dis, dans un magasin d'électronique, par exemple, et je me dis j'ai envie d'acheter un nouvel ordinateur. Et ben peut-être que je peux me dire, ok, quelle est la somme maximale que j'ai envie de payer? À partir du moment où j'ai ça,
En fait, bon, peut-être que je vais bouger un peu là-dessus, mais je vais pas essayer de me dire, OK, comment je vais réussir à négocier, etc. Je me dis, je sais pas moi, peut-être la somme maximale, c'est 1 000 euros. Et moi, je vais rentrer. Si le vendeur me donne un truc à 1 100, je peux lui dire, ah, moi, j'étais venu dans mon état d'esprit là, avec 1 000 euros maximum. Qu'est-ce que vous auriez de similaire pour que je puisse l'obtenir? Peut-être qu'il va vous trouver des offres, peut-être il va y avoir un moyen d'obtenir le même modèle, mais avec une réduction parce que vous prenez la carte ou j'en sais rien. Il y a plein de moyens de contourner ça. Mais au moins, quand vous allez sortir, vous aurez coché la case dans votre esprit Hmm. de j'ai atteint mon objectif. Alors que si vous venez et vous vous dites je veux le mieux pour moins cher, vous allez sortir forcément déçu. Oui, parce que on pourra toujours avoir mieux, on pourra toujours avoir encore Exactement. mieux. Et donc, pareil pour les entrepreneurs. N'essayez pas de comparer ce que vous faites par rapport aux autres sur le marché. Ayez un ordre d'idée du Quel marché. sens ça a pour vous? C'est ça. Quel sens ça a? Une fois que vous avez une somme qui est OK pour vous, où vous avez trouvé du sens, faites-la. Il y a des gens qui vont dire ah là là, vous êtes trop cher. Il y a d'autres qui vont se moquer de vous. C'est OK. Ça a du sens pour vous. Vous êtes à l'aise avec. Et ben, c'est la somme qu'il vous faut. Eh ben, trop bien. Merci, Ta. Avec plaisir. De quoi on parle la semaine prochaine? La semaine prochaine, comme ça s'appelle l'art du mentaliste, eh ben, je vais vous apprendre à lire dans les pensées. Un tour de mentalisme que vous saurez faire Oh, à la fin de l'épisode pour bluffer vos amis qui vont se baser sur différentes techniques qui sont toutes utilisées dans le mentalisme. eh ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.